qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. L'instant politique de ce grand journal avec, comme tous les lundis, Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Merci à vous. Vous êtes le directeur adjoint de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, vous vous intéressez cet après-midi à l'un dégringolade de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages, le leader de la France Insoumise, qui voit sa cote de popularité s'effondrer à mesure que ses prises de position suscitent indignation et polémique, notamment sur la guerre entre Israël et le Hamas. Vous avez raison de faire le lien. Effectivement, le temps paraît très éloigné où Jean-Luc Mélenchon, avec sa formation politique, mais plus largement avec son cartel électoral nommé la NUPES, semblait devenir une sorte des arbitres des élégances de la vie politique française. Après tout, c'était pas il y a si longtemps, c'était il y a 15 mois. C'était au printemps, au début de l'été 2022. Vous voyez, de l'eau a coulé sous les ponts. Et depuis, évidemment, on peut le dire, Jean-Luc Mélenchon a choisi délibérément une stratégie qui est de flatter la part la plus favorable à l'islamisme de la société française, et ça se voit évidemment, j'allais dire comme les yeux au milieu de la figure, si vous me passez cette expression familière, depuis les attaques atroces et d'ordre pogromiste commises par le Hamas le 7 octobre dernier. Je vous en prie. Est-ce que c'était attendu pour ceux qui connaissent bien Jean-Luc Mélenchon, alors c'est vrai, vous avez raison. Qui aime la provocation, y compris pendant ces années il faut au être PS. honnête. Dans la vie politique, vous avez un mélange de tactique et de stratégie. Si on s'en tient simplement à la tactique, on pouvait ne pas le prévoir. On ne pouvait pas savoir qu'il y aurait de telles surenchères. On va parler de la manifestation qui a eu lieu pendant Shabbat ce week-end et qui est évidemment éminemment symptomatique des commentaires aussi qu'a fait le leader de la France Insoumise. Mais si on s'en tient plus à la vision, à l'approche plus globale, plus big picture, plus stratégique, il y avait quand même des éléments qui, dès avant la présidentielle de 2022, indiquait le cap choisi. J'avais eu des conversations, moi d'ailleurs, avec des lieutenants de la France Insoumise pendant la présidentielle. Je pense que certains d'entre eux, vous savez, il ne faut jamais faire les gens plus machiavéliques qu'ils ne sont. Je pense que certains d'entre eux, ou d'entre elles, n'avaient pas saisi le train d'enfer, en quelque sorte, dans lequel ils étaient montés. Ils pensaient qu'ils étaient sur une ligne, on va dire, populiste de gauche, mélange de Podemos et de républicanisme radical. Mais d'autres voix à gauche s'inquiétaient de voir Jean-Luc Mélenchon devenir le chef de file de cette Alors vous avez raison, il se surajoute à cette dimension idéologique, c'est très juste ce que vous dites, il se surajoute à cette dimension idéologique dont on va faire un peu l'axe de cette chronique, si vous voulez, aujourd'hui, une autre dimension qui sont les rivalités personnelles. On sait bien que par leurs talents respectifs, qu'on adhère ou pas à leurs idées, le problème n'est pas là. Là, on essaye d'analyser les situations. Des personnalités aussi différentes que Clémentine Autain ou François Ruffin auraient capacité, l'une députée de la Seine-Saint-Denis, l'autre députée de la Somme, aurait capacité, bien sûr, à incarner la famille insoumise, mais sur des lignes qui seraient probablement un peu différentes et en tout cas moins outrancières. Et là, le choix qui a été fait par Jean-Luc Mélenchon, probablement d'ailleurs sous l'influence de certains de ses conseillers, Madame Chikirou, etc., est vraiment un choix d'ambiguïté maximale vis-à-vis de la question islamiste. Et donc, on peut dire à ce titre, comme Éric Zemmour l'avait écrit dans son livre, on l'avait commenté ensemble, qu'il est devenu le porte-voix de la France créolisée, de ce qu'il appelle lui-même le tiers-État, contre l'immense majorité des Français qui n'y appartiennent pas. Le tiers-État, pour lui, c'est cette nouvelle France issue de l'immigration. Et il pense, avec beaucoup de démagogie, que cette France issue de l'immigration aurait des ambiguïtés, des affects ambigus vis-à-vis de cette question israélo-palestinienne et notamment de cette question du terrorisme islamiste. Mais il n'est pas le seul à le penser au sein de la France Insoumise. Dont les élus se retrouvent dans les manifestations pro-palestiniennes. Vous avez raison. Je n'aime pas faire des procès d'intention globaux, si vous voulez, car après tout, je sais bien aussi, tout en n'étant pas forcément, à suivre cela à la trace jour après jour, mais je sais bien qu'en privé, il y a beaucoup d'état d'âme d'un certain nombre de personnes vis-à-vis de ce tournant pris le 7 octobre. Ils sont très gênés. Qui regrettent qu'on n'ait pas condamné le terrorisme clairement du Hamas. Exactement, ils ne déchirent pas leurs cartes, mais ils sont très gênés. L'un d'entre eux l'a fait savoir, d'ailleurs, c'est François Ruffin, on l'évoquait à l'instant, Steve. Mais si on revient à la ligne globale, force est de constater qu'elle multiplie les ambiguïtés. J'en veux pour preuve, notamment, en marge de la manifestation dont la France Insoumise avait pris l'initiative avant-hier avec d'autres formations politiques de la gauche, le Parti communiste français, le NPA notamment,
il y a eu un conflit. Mais comme souvent, cher Steve, il y a des conflits sur les chiffres entre la police, les organisateurs de ces manifestations et les télévisions, les chaînes info notamment. Et là, donc, je ne prétends pas que BFM est irréprochable sur tous les plans, ça n'est pas du tout l'objet de ma chronique. En revanche, il y a eu une passe d'armes tout à fait significative entre le chef de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et, on va dire, la direction de ce groupe qui s'appelle le groupe Altis. Oui. Quelques centaines de personnes, écrit Libération, un millier dit BFM, même propriétaire, même mensonge, tweet de façon lapidaire, Jean-Luc Mélenchon. Et il ajoute, les soutiens inconditionnels du massacre, tenez-vous bien, les soutiens inconditionnels du massacre mentent pour rien. Donc c'est un. Ça renvoie à Patrick Drahi. Hein. Alors voilà, c'est un choix, disons, éditorial fort de qualifier ce groupe Altis de soutien inconditionnel du massacre. Vous voyez bien qu'on est bien au-delà de la description journalistique objective. Car je suis le premier à faire des reproches à ces chaînes info et à considérer que souvent elles sont... Mais enfin, elles organisent le débat pluraliste. Qu'on le veuille ou non sur leur plateau, c'est absolument évident, on peut le dire. Et donc, quels sont les attendus de cette allusion cryptée, voilée, pour initier à la confession juive du propriétaire d'Altis, qui n'est autre ça sent les attaques traditionnelles contre le lobby juif, notamment dans les médias. Que l'homme d'affaires israélo-marocain Patrick Drahi. C'est en tout cas une sémantique extrêmement, on va être gentil, extrêmement glissante. On n'est pas obligé là. Enfin non, mais je veux dire, on va être gentil, on va être soft dans la formulation, ce qui ne veut pas dire qu'on est gentil sur le fond. Mais c'est une sémantique extrêmement glissante, qui n'a pas échappé d'ailleurs à Julien Drey, bon, qui n'est pas suspect d'être particulièrement réactionnaire ni conservateur. Voici ce que dit en réponse à ce tweet de Mélenchon. Désormais, c'est l'origine juive des propriétaires de presse qui est visée. Moi, je le connais bien. Il va dire qu'il ne savait pas cette origine. Effectivement, on est, si vous voulez, sur cette ambiguïté structurelle. Alors, s'il faut employer des mots précis, extrêmement perverse, extrêmement nauséabonde et qui témoigne, je crois, d'un tournant, car naturellement... Après les mots Alexis contre Yael Braun-Pivet qui campait, disait Mélenchon, moi, je suis le premier, en Israël. Je suis le premier à être un homme ouvert. Je ne rejette pas le débat par principe. Je ne m'indigne pas si on met en cause politiquement Madame Braun-Pivet, ou si on met en cause politiquement Monsieur Macron, ou si on met en cause politiquement Monsieur Drahi. Ça fait partie du débat démocratique. Mais là, vous voyez bien qu'on sort de ce champ-là. On est sur quelque chose de beaucoup plus inflammable dans la sémantique et donc qui, à mon avis, témoigne effectivement d'un choix stratégique que nous avons souvent commenté. Mais enfin, un dernier mot. Il faut restituer ces dérapages contrôlés, je crois contrôlés, car Jean-Luc Mélenchon est un impulsif, mais c'est pas un imbécile. Il faut les restituer dans le cadre plus global de l'efflorescence actuelle de l'antisémitisme. Nous avons visiblement une décomplexion de la parole antisémite qui est en train de s'opérer. Elle existait, bien sûr, nous ne sommes pas naïfs, vous, moi, nous sommes des commentateurs, des spectateurs engagés, on observe ce monde, on sait, on écoute les gens, on parle aux uns aux autres. On sait bien que la parole antisémite existait sur fond d'anti-israélisme radical. Mais depuis le 7 octobre, il y a comme une sorte de tabou qui a été levé. Vous voyez, les digues, entre guillemets, sont en train de sauter. Mais elles ne sautent pas où on pourrait le croire. Elles ne sautent pas dans l'extrême droite. Alors, il y a bien sûr une partie de l'extrême droite païenne qui en veut à Marine Le Pen, qui en veut à Éric Zemmour, de leur position pro-israélienne. Mais c'est pas ça l'essentiel. Elle saute dans une partie de la gauche. Je vous rappellerai juste une prophétie de notre ami le philosophe Bernard-Henri Lévy. Dans Le Matin de Paris, en 1982, il dit l'antisémitisme... Pendant la guerre du Liban, donc. Oui, exactement. Il dit l'antisémitisme sera de gauche ou ne sera pas. Comment interpréter cette phrase, Steve? Eh bien, je pense que Lévy... Vous qui avez travaillé sur l'antisémitisme, oui, j'ai travaillé, d'ailleurs je l'ai cité dans mes livres, mais je pense que Lévy avait senti, avec son flair, ses capteurs aussi de philosophes, d'hommes qui s'intéressent aux idéologies, la recombinaison qui était en train de s'opérer dans une sorte de va-et-vient d'ailleurs entre le monde occidental et le monde arabe. Et aujourd'hui, pour beaucoup d'anticapitalistes, ils sont en train de retrouver la très vieille langue du socialisme anticapitaliste d'avant l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire d'avant Jaurès, d'avant Blum, d'avant tous ces gens qui l'ont remis sur le droit chemin. Et quelle était cette langue ?
mais c'était la langue qui confondait la critique du capitalisme et la critique des Juifs. Nous en sommes malheureusement là, et le pire, c'est que celui qui a été un homme du rationalisme politique, le franc-maçon Jean-Luc Mélenchon, devient le fourrier de cette nouvelle synthèse explosive et particulièrement morbide. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous pour Hémicycle, qu'on peut réécouter en podcast sur radioj.fr et retrouver en vidéo sur YouTube. Bon après-midi à vous. Merci à vous, et on se et à retrouve demain. Ouais. Absolument.